Voilà, vous êtes de retour sur MN Télévision et l'émission n'a pas changé, c'est toujours la grande interview. Et l'invité aussi reste le même, c'est Monsieur Thierry Mungala, qui est, bon, il est ministre, mais aujourd'hui il parle comme un homme politique congolais. Alors, avant l'interruption publicitaire, Monsieur le ministre, je posais la question. Sur ce problème-là, est-ce que, comme l'opposition le dit, c'est ce que l'opposition dit, que tout ce que vous faites, c'est parce que vous voulez que le président Sassou reste, et de l'autre côté, je ne sais pas, il y a que vous êtes en train de cimenter votre place pour le prochain gouvernement. Mais avant que vous ne répondiez à cette question, il y a encore un autre problème que je ne comprends pas. C'est le numéro joué par ce qu'on appelle les sages, les gens qui ne savent même pas ni lire ni écrire, et c'est eux qui passent souvent avec les papillons. Vous voyez, il y a le truc comme le logo de l'État disant que oui, nous sommes pour le changement de la Constitution. Alors, les sages, qu'est-ce qu'ils ont à y voir dans ce qui ne comprennent rien dedans? Je voudrais que vous soyez sincères avec nous ici. Parce qu'on est un peu, vous voyez, chaque monsieur, il ne sait même pas lire ni écrire, et puis on voit... Là, vous êtes sévère. Tous les sages ne sont pas analphabètes. Alors, quel est le sage que vous connaissez qui connaît un peu... Oh, j'en connais quand même. Je peux vous citer des sages qui sont les intellectuels. Mais là n'est pas la question. Il n'y a pas, et c'est là le drame de notre pays, on a l'impression que pour l'opposition radicale, je parle bien de l'opposition radicale, pas l'opposition modérée, quand on ne partage pas son opinion, on est un traître. Quand on n'adhère pas à sa démarche, on n'est pas un patriote. Quand on exprime une autre opinion, c'est le ventre qui parle et pas le cœur. Donc il n'y aurait qu'eux qui auraient le monopole du patriotisme, le monopole du cœur, le monopole de l'amour du Congo. Et dès qu'on ne pense pas comme eux, on est forcément dans une logique qui est une logique du ventre. Moi je dis ceci, Monsieur Eli Smith, ce pays est composé d'un certain nombre de catégories. Alors ces messieurs, quand ils pondent des communiqués depuis leur villa à Brazzaville, il faut qu'ils se rendent aussi dans l'intérieur du pays. Le Congo, ce n'est pas seulement Brazzaville, ce n'est pas seulement Pointe-Noire, et ce n'est pas seulement la blogosphère ou Facebook. Le Congo, c'est l'ensemble de tout cela. C'est-à-dire à la fois les intellectuels et les sages, les notables et le Congo profond. Et je ne vois pas pourquoi et au nom de quoi on empêcherait quelqu'un, sous prétexte qu'il n'est pas un juriste ou qui ne sache pas ce que c'est qu'une constitution, donner un point de vue qui est de dire voilà ce que nous pensons, nous, le mieux pour la paix sociale dans notre pays. Je ne vois pas sur quelle base. Et pour prendre l'exemple... C'est pour qu'on change la Constitution. Oui, non. Moi, je suis désolé, Eli Smith. J'ai entendu, par exemple, le ministre Clément Mierassa, la dernière fois sur RFI et sur TV5, je crois, dans un débat avec d'autres compatriotes, dire les pseudo-sages. Bon, je suis un peu surpris que quelqu'un qui est lui-même probablement un notable chez lui à l'ECANA ne sache plus pour des raisons politiciennes ce que c'est que les notabilités dans nos départements. Un chef de terre, c'est quelqu'un, quand il parle, il exprime une sagesse. Il peut ne pas savoir lire ou écrire, il exprime une sagesse qui est celle du terroir, parce qu'il parle au nom des vivants, des morts, et de tous ceux qui, effectivement, font et ont fait ce pays. Alors, moi je dis, quand le vieux Isanga, pour prendre l'exemple de Sibiti que je maîtrise, chef de terre, chef de clan, du clan Mabanga de Sibiti s'exprime, et dit, non pas parler de la Constitution, il n'a pas eu le temps de parler de la Constitution, mais donner un avis sur ce qu'il pense être l'avenir de notre pays, je ne vois pas en quoi il est moins légitime que M. Mierassa. Par vous. Eh bien, écoutez, moi, je dirais que M. Mierassa ou tel jeune qui s'exprime est instrumentalisé par qui? Moi, j'ai du respect pour ceux qui ont une autre opinion. Parce que la démocratie, c'est d'accepter qu'il y ait plusieurs opinions. C'est pas parce qu'on pense tous la même chose que forcément on a raison. Il y a des gens qui pensent autrement. Eh bien, ces gens, ne leur dénions pas cette subjectivité-là, qui consiste à dire qu'ils ont aussi le droit de penser ce qu'ils pensent. Oui, mais parmi tous ces sages-là, la curiosité que je dis, eux tous sont pour le changement économique. Et s'il n'y a pas ceux qui disent non? Eh bien, que l'opposition... Non, je demande... Non, écoutez, oui, non. Moi, je dis ceci. Le débat est dans la rue. Le débat est dans le peuple. Rien n'interdit à M. Mierassa d'aller à l'intérieur du pays et de ne pas se contenter de communiquer depuis Brazzaville, aller à l'intérieur du pays et mobiliser celles et ceux des Congolais, et il doit y en avoir, qui ne sont pas pour le changement de la Constitution. Vous n'êtes pas venu répondre à Mierassa, M. le ministre. Non, je dis simplement, rien n'interdit aux Congolais qui sont contre le changement de Constitution d'aller mobiliser ceux de nos compatriotes, parce que 100% de nos compatriotes ne pensent pas qu'il faille changer la Constitution, et d'aller les mobiliser. Vous ne pouvez pas reprocher à ceux qui sont dans une démarche politique de faire cette démarche politique-là, qui est d'aller consulter. Parce que c'est quoi la démarche qui est la nôtre? C'est une démarche
qui équivaut à ce qu'on appelle en Europe des sondages d'opinion. Simplement, il n'y a pas d'institut de sondage scientifique dans nos pays. Eh bien, le meilleur moyen de tâter le pouls de l'opinion, c'est d'aller vers cette opinion-là. Et ne pas se contenter de faire des communiqués depuis Brazzaville et dire depuis Brazzaville que l'on maîtrise l'ensemble de l'opinion du pays à travers le territoire national. Et vous, monsieur le ministre, oui, vous avez fait le sondage, vous avez oui, quand même un ministère important qui peut, dans vos sondages, peut-être pas officiels, l'opinion demande qu'on change cette constitution parce qu'elle est mauvaise et pour faire émerger une nouvelle constitution, c'est ça ou pas? Je n'ai pas dit ça. Je n'insulte pas le peuple avant qu'il y ait un débat. Le débat est en cours. Moi, je dis simplement, il appartient à ceux qui soutiennent une opinion qui consiste à dire qu'il ne faut pas changer la Constitution, d'emporter l'adhésion des populations dans le débat qui est en cours. Donc je ne leur dirai pas, vous êtes minoritaire ou majoritaire, je leur dirai, débattons. Voilà la différence. Parce que moi, je pense que nous avons du respect pour toutes les opinions. Et ceux qui consistent à dire, ceux qui arrivent à dire que toute opinion contraire à la leur est antipatriotique, cela m'interroge sur leur conception de la démocratie. C'est tout ce que je peux dire sur le sujet. Alors, puisque j'anime une émission grand public sur Radio Congo, vous l'avez dit d'entrée de jeu, j'ai quelqu'un, un auditeur, un citoyen qui a requis l'anonymat, qui vous envoie une question par SMS. Denis Sassou Nguesso, homme de paix, dit l'auditeur, grand sage en Afrique dont le monde a besoin. Pourquoi voudriez-vous le pousser à l'erreur et au déshonneur en le poussant à faire ce qu'il ne veut pas? Au cas où il disait non à ce que vous lui proposez de faire et décide de partir en 2016, qu'est-ce que vous allez devenir, monsieur Mungala? Qu'est-ce que vous allez devenir? Et dans tout ça, qu'est-ce que vous répond le président Sassou? À titre personnel, à titre personnel d'abord et aussi à titre collectif. Nous ne sommes pas nés dans nos fonctions de ministre ni de député. J'ai 49 ans aujourd'hui. J'ai vécu beaucoup plus de temps sur Terre en étant ni ministre, ni député, ni homme politique. Oui, ça veut dire que ça veut dire que il ne faut pas poser le problème en termes de survie ou en termes de qu'est-ce qu'on va devenir. Nous sommes des hommes et des femmes politiques. Le président de la République a commencé un parcours politique il y a de nombreuses années. Ce parcours prendra fin un jour. Personne n'a dit qu'il était éternel. La question n'est pas là. La question, elle est une question, je le répète, une question de principe. Veut-on continuer avec une constitution dont même l'opposition elle-même a dit qu'elle n'était pas bonne, qu'elle veut elle-même abroger, et brusquement elle découvre des vertus à une constitution, tout simplement parce qu'elle veut le départ d'un homme. C'est eux qui posent le problème. Le discours de l'opposition a évolué. Un discours ne peut pas être non, c'est statique. J'entends bien. Le discours a évolué avec le temps. Il a évolué pour des raisons politiciennes. Parce que s'il avait évolué dans le sens d'une opinion qui soit une opinion intellectuellement cohérente, il devrait sauter sur l'occasion en disant nous avons l'occasion de débattre d'un changement de constitution, débattons puisque nous ne voulons pas de cette constitution. J'ai même, pour vous donner un exemple, été extrêmement surpris il y a quelques jours de suivre un débat, enfin plutôt une conférence des femmes de l'UPADES, donc principal parti de l'opposition quand même, où les dames de l'UPADES se prononçaient contre le changement de constitution. Et on a interviewé une dame, et on me dit d'ailleurs qu'elle est de Cibiti, ça fait rire. Comment ça vous a fait rire? Parce que ici, on est contre la constitution. Non, pas du tout, non. Contre le changement. C'est l'anecdote, le fait qu'elle soit de Cibiti. Ah ouais. Non, je disais, cette dame disait, mais pourquoi veut-on changer une constitution qui nous a apporté la paix et la stabilité? Et j'ai trouvé ce propos extraordinaire. Parce que, il y a 12 ans, c'est exactement l'argument qui avait été donné pour le vote de la Constitution, parce qu'elle avait cet objet, je l'ai dit au début de notre conversation. Et c'est donc 12 ans après que cette frange de l'opposition, qui à l'époque avait refusé de voter la Constitution, trouve les vertus que nous avions données il y a 12 ans. Donc ça veut dire que dans le débat d'aujourd'hui, comme dans le débat d'hier, le positionnement souvent n'est pas intellectuel, c'est-à-dire de bon sens, c'est un positionnement politicien. Il y a 12 ans, il fallait être contre parce que c'était Sassou qui présentait. Aujourd'hui, il faut être contre parce que c'est Sassou ou son groupement qui propose le changement de la Constitution. Donc, dans 12 ans, à ce rythme-là, il est probable que nos amis de l'UPADES, comme ils viennent de le reconnaître pour la Constitution actuelle, nous diront dans 12 ans, quand nous aurons fait adopter par le peuple la nouvelle Constitution de la nouvelle République, nous dirons, mais finalement, cette Constitution a permis l'émergence politique d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes pour gérer ce pays. Nous le reconnaîtrons peut-être. Vous avez l'habitude de côtoyer Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous lisez en lui?
Est-ce que quelqu'un qui tient à demeurer au pouvoir a changé la Constitution? Qu'est-ce qu'il vous dit, lui, Non, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Le président de la République n'a mandaté personne pour faire quoi que ce soit. Nous sommes des hommes et des femmes politiques, nous prenons nos responsabilités parce que nous avons la conviction qu'à ce moment précis de l'histoire de notre pays, il faut que nous agissions dans ce sens-là. J'ai pris, moi, quand je parle devant vous, je prends mes responsabilités d'homme politique pour vous dire ouvertement ce que je pense de l'évolution constitutionnelle attendue. Le président de la République est un homme d'État, il a une mission essentielle, c'est d'unir les Congolais et de faire que la paix sociale, la tranquillité publique, le fonctionnement régulier de l'État soit maintenu. Le président de la République a dit « je veux qu'il y ait débat ». Voilà ce qu'il a dit. Je crois qu'il l'a dit à Sibiti et il l'a répété un peu partout. Il faut qu'il y ait débat. Il y a donc débat. Et il appartiendra, en âme et conscience, au président de la République au terme du débat, de tirer les conséquences du débat. Malheureusement, on lui fait le reproche de n'écouter que ceux qui disent oui au changement. Et non le reste du peuple. Mais le reste du peuple parle, puisque vous le dites, on l'entend bien, puisque depuis tout à l'heure nous débattons de quoi? Des deux opinions qui existent. Celle qui dit qu'il faut changer la Constitution et celle qui dit qu'il ne faut pas la changer. Mais bientôt, le débat est là. Il y aura un débat ici entre vous qui voulez le changement de la Constitution et ceux qui ne veulent pas. Parce que vous dites maintenant en un monologue, vous parlez très bien. Si tout le monde écoute, on va dire M. Thierry Mungala, brillant qu'il a, il a raison, on doit changer. Mais il y aura un jour, il y aura une contradiction en direct ici. Mais il y a un internaute qui a écrit, il s'appelle Aimé Bertrand Madiali, qui dit la Constitution prévoit elle-même les mécanismes de sa révision, sauf les articles 87 et 185. Demandez à M. le ministre si la Constitution prévoit les mécanismes de son changement, pourquoi Thierry Mungala veut toujours que Sassou reste au pouvoir éternellement? Est-ce que vous n'avez pas vous-même des ambitions pour la magistrature suprême? Est-ce que M. Aimé Bertrand m'a dit la prochaine question? Bon, je le répète, le débat n'est pas juridique. Je vous ai depuis le début de l'émission cité des exemples concrets de pays de plus vieille démocratie que la nôtre. On part d'abord d'une vision. Quand le général de Gaulle, je reviens toujours à cet exemple parce que c'est, je crois, un des plus grands hommes d'État du XXe siècle. Quand le général de Gaulle fait son discours à Bayeux, 1947, il trace les grandes lignes de sa vision d'une constitution qui permet une bonne gouvernance. C'est seulement 12 ans plus tard, en 58-59, qu'il peut mettre en œuvre cette vision. Et la commission constitutionnelle qui est mise en place prend les éléments constitutifs de cette vision. Et à ce moment-là, les juristes mettent en forme cette vision-là. Donc, tous les débats qui consistent à dire l'article tant pense ceci, mais on est d'accord, mais nous ne nous plaçons pas dans cette hypothèse. Nous nous plaçons dans l'hypothèse historique. Cette constitution va-t-elle permettre demain d'avoir une vie politique apaisée, d'avoir une vie politique qui ouvre notre pays à une nouvelle couche sociale, notamment à la jeunesse? Je dis non. Parce que sa fonction, c'était de ramener la paix et la stabilité. Chose reconnue, comme j'ai dit tout à l'heure, y compris par l'opposition elle-même. Cette fonction historique est passée. Il faut maintenant aller vers autre chose pour renforcer la démocratie, ouvrir le pays, faire respirer les institutions. Et c'est une vision. Et il appartiendra aux juristes, après, quand ils seront constitués en commission, ou selon toute forme qui sera choisie à ce moment-là, de nous proposer des textes. Donc, moi, je ne me place pas sur le terrain des arguments d'ordre juridique de la Constitution. Je dis, le premier débat qui doit avoir lieu, c'est de dire, doit-on ou pas changer la Constitution? Et c'est un débat politique, et c'est le débat actuel. Puisque l'opposition dit non, nous disons oui. Parce que vous savez que si c'est de l'ordre juridique, vous allez perdre. Perdre quoi? Parce que vous saurez que la loi ne vous permet pas de la modifier. C'est l'impression que ça donne. Voilà. Non, c'est pas. C'est-à-dire que là, vous vous placez dans un contexte qui est un contexte juridico-juridique. Le véritable problème, il est politique. L'opposition nous dit, nous allons tout faire pour empêcher cela. Nous disons, le débat doit avoir lieu, y compris jusqu'à une consultation du peuple. Le peuple avait accepté une constitution en 2002. Si les termes du débat sont clairs, il lui sera probablement proposé un nouveau texte. Ce qui a été fait par le peuple peut être refait autrement par le même peuple. Et il n'appartient à personne à ce moment-là. Je vous ai dit que même les constitutionnalistes le disent, quand le peuple se sera prononcé, eh bien il n'appartiendra à personne de considérer que le peuple est illégal. Le peuple est toujours légal puisque c'est lui le souverain
primaire. Mais vous avez parlé du 58, avec le général de Gaulle. Vous savez, M. François Mitterrand le déclarait comme il avait fait son coup d'État en 58. Mais cette constitution de 58 n'a jamais été changée, mais elle a toujours été modifiée. D'abord, c'était d'abord un quinquennat, c'est devenu un septennat. Pourquoi se fait-il que vous étiez en France, monsieur, vous connaissez ce qui se passe, vous connaissez bien la constitution française. Pourquoi n'encouragez pas vos amis là que faites comme les Français ont fait, ne changez pas, accommodez les jeunes comme vous dites, la diaspora qui doit voter par exemple au Cameroun, les étrangers votent, ici ils ne votent pas. Qu'est-ce qui empêche que vous accommodez tout ce que vous venez de dire qui est juste dans cette constitution que Tati Mabel a dit que c'est une constitution brillante? Ah oui, c'est brillant. Oui, mais il a voté, en tout cas, son parti a appelé à voter contre en 2002. Bon, on en revient, et c'est toujours la pratique, hélas, d'une partie de la classe politique, à non pas se positionner par rapport à une conviction, qui serait une conviction permanente. On ne change pas de conviction. On peut changer d'opinion, mais une conviction franche, permanente, ne change pas. Bon, bref, ça c'est son problème. La question que vous posez, elle est profonde. Je vais vous citer une anecdote. François Mitterrand, que vous avez cité, le président François Mitterrand, paix à son âme, il a écrit un célèbre livre qui s'appelle « Le coup d'État permanent » en 1964, où il critiquait De Gaulle en disant « Constitution taillée sur mesure, Constitution liberticide, c'est une dictature ». Et il est élu finalement en 81 président de la République avec la même constitution. Donc quelques années plus tard, il est interviewé par un journaliste français et qui lui dit « Mais monsieur le président, on ne comprend pas, vous avez toujours été contre cette constitution, vous avez toujours dit qu'elle était liberticide, que c'était une dictature, etc. Mais ça fait 3 ou 4 ans que vous êtes président, vous n'avez pas touché une virgule de la constitution. » Et la réponse de François Mitterrand est lumineuse. Il dit « La constitution était dangereuse avant moi, elle sera dangereuse après moi. » Ça veut donc dire que lui considérait qu'il peut s'accommoder parce que lui, en tant qu'homme d'État, il va gérer la Constitution d'une manière qu'elle ne soit pas dangereuse. C'est un peu le langage que tiennent aujourd'hui ceux qui sont contre le changement de la Constitution. Parce que qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent « Oui, non, on changera, mais peut-être après. » Après, sous-entendu, le départ du président Sassou. C'est ça l'argument. Bon. Pourquoi on changerait après? Je vais vous dire ce qui se passera si jamais on ne changeait pas. Les mêmes qui disent que c'est une constitution taillée sur mesure, s'ils étaient élus là, s'accommoderaient de la Constitution. Et brusquement, ils ne trouveraient plus d'intérêt au débat, parce que justement, la Constitution leur donnerait la stabilité, la durée, et cet exécutif fort qui leur permettrait de rester, de leur point de vue, puissamment aux affaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième argument qu'ils nous donnent pour dire « Oh, mais faisons ça après », ils disent « Oui, mais vous voulez changer la règle du jeu en cours de partie. » C'est toujours l'argument. On veut toujours changer la règle du jeu en cours de partie. Monsieur Eddie Smith, monsieur Parfait de la Savane, sauf si vous me dites que les messieurs de l'opposition vont supprimer les élections après 2016, le principe même de la démocratie, c'est qu'on est toujours entre deux élections. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Sitôt la fin de 2016, un an après, on a les législatives, 2017. Et puis après, on aura en 2020 les locales et les sénatoriales. Et puis ensuite, en 2023, on aura encore une présidentielle. On sera toujours entre deux élections. Donc on sera toujours dans une partie, on sera toujours en cours de partie. Donc cet argument-là, là également, c'est un argument qui ne tient pas la route. Nous avons l'occasion historique de faire le débat aujourd'hui. Faisons-le aujourd'hui. N'attendons pas une hypothétique fin de partie parce que la partie ne s'arrête jamais. Et après, on nous dira toujours, mais c'est toujours en cours de partie, donc faisons le débat maintenant. Pourquoi a-t-on peur de ce débat? Ce débat est un débat sain, il vaut mieux qu'il ait lieu comme il a lieu aujourd'hui. Moi, je ne dénie pas à l'opposition et à ceux qui sont contre le changement leur opinion, ils ont le droit d'avoir cette opinion. Je vais même vous dire un élément qui me rend fier. Je constate que depuis que le débat a commencé, nous sommes exempts de violence verbale ou physique. Et c'est une très bonne chose. Et je constate également, en voyant la fièvre qu'il y a dans le pays sur le sujet, qu'il est en train d'émerger une société civile dans notre pays, une société civile qui ne se laisse pas caporaliser, ni par un camp, ni par l'autre. Des gens qui examinent. Malheureusement. Non, je parle de la société civile qui s'exprime par les différents canaux qui existent. Je ne parle pas de l'organe société civile qui s'est constitué en association. Je parle de la société civile, la vraie. La société civile, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui sont dans la rue. Je dis que cette société civile est en train d'émerger. Elle émerge partout. Dans notre pays, elle émerge à l'étranger, elle émerge sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'une démocratie a besoin
besoin de cette respiration-là également. Et l'opposition vous invite à un débat. Elle pense que la question est tellement importante. Elle souhaiterait que vous vous retrouvez au sein d'un conclave pour en débattre. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous répondez à ces femmes et hommes de l'opposition? Quel type de conclave? Qui souhaitent les États généraux. Oui. Une occasion pour débattre des questions. Oui. Ça fait en réalité une douzaine d'années qu'en réalité on parle de ces États généraux. C'est cette façon en Afrique, pour une partie des oppositions, de vouloir perpétuellement qu'il y ait des transitions. Même quand le pays n'est pas en conflit ouvert, fratricide, qu'il n'y a aucun risque pour la paix civile, vous avez toujours une partie de l'opposition qui veut aller vers des transitions. Eh bien, nous n'allons pas perpétuellement parler de transition. Les élections ont lieu à rythme régulier. Pourquoi irait-on vers des transitions? Mais c'est ce que vous voulez quand vous parlez d'une nouvelle république. Une nouvelle république devient synonyme qu'il y a un problème et on lance une nouvelle constitution. Non, ça c'est un débat démocratique classique, et il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de rupture de l'égalité. Si une constitution est adoptée, automatiquement elle se substitue à l'ancienne. Point. Il n'y a pas de rupture. Automatiquement quand même. Il n'y a pas de rupture. Je vais vous poser la question d'un internaute, il s'appelle Roland Doris Moudoundi, qui dit pourquoi est-ce important de changer la République au lieu de modifier la Constitution simplement, et puis quelle sera la place de la jeunesse dans cette nouvelle République que vous avez prônée? Je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a plus de choses à changer qu'à conserver, autant mieux tout changer, on gagne du temps. 2, oui, la place de la jeunesse est importante. De notre point de vue, ce qui se joue aujourd'hui, c'est justement ce combat générationnel entre la nouvelle classe politique que nous attendons, que nous appelons de nos voeux, et puis cette ancienne classe politique qui justement est fondée souvent sur de la mauvaise foi. On le voit dans ce débat-là. La jeunesse, il faut qu'elle s'empare elle-même. Je dis bien qu'elle s'empare elle-même des leviers de commande. Parce que ce pays qui est composé à 70% de jeunes, eh bien, que ces jeunes qui veulent entrer dans la vie politique, qui veulent entrer dans la vie publique, eh bien, s'adressent à leurs congénères jeunes. Rien n'interdit à quelqu'un qui est d'une certaine génération, eh bien, de s'adresser à la majorité du peuple qui est de la même génération que lui. C'est une question après de débat, de conviction. Nous appelons à l'ouverture vers ces nouvelles pratiques politiques, à cette ouverture vers la jeunesse, vers les forces montantes, vers le genre, parce que les femmes, notamment, je parle bien du genre, sont aujourd'hui connues, reconnues à travers le monde comme des vecteurs de bonne gestion de la chose publique. Donc vous avez attendu, vous savez tout ça, mais qu'est-ce qui vous empêche, une fois de plus, voilà la question de Saint-Palvin au Kélé, pourquoi cette proposition d'une nouvelle république quand on sait que Sassou Nguesso est tout près de la porte? Et votre stratégie, c'est parce que vous voulez seulement lui garder pour la nouvelle république. C'est une opinion, je ne vais pas porter un jugement sur une opinion. Je vous répète mon propos, qui est tout à fait clair. L'homme politique que je suis, s'il est interrogé, si le président de la République devait à un moment donné demander leur avis à chacun de ses collaborateurs, je serai un de ceux qui diront, Monsieur le Président, si les conditions permissives sont remplies, continuez. D'accord. C'est clair. Autre question. Mais nous parlons d'autre chose. Voilà. Mais autre question, c'est posée par Lord Farid Miguel Bouka. M. Mungala laisse entendre que la Constitution n'est pas une Bible pour ne pas être changée. Quelle approche constitutionnelle souhaite-t-il? Que pense-t-il d'une passation en douceur du pouvoir par le président? Moi, je pense à une passation en douceur du pouvoir vers les générations montantes. Et c'est dans un cadre constitutionnel rénové qui va tenir compte de tout ce débat qui va avoir lieu. Parce que je le répète, moi, là je vous donne mon point de vue. Pour que la nouvelle classe politique émerge, il faut renforcer les conditions de responsabilisation des agents publics et notamment des membres de l'exécutif qui vont composer demain l'exécutif de la nouvelle République. Il faut que ces exécutifs-là soient responsables devant les élus du peuple. Ça, c'est déjà un critère qui renforce la bonne gouvernance. Deuxième élément, la décentralisation. Aujourd'hui, le président de la République octroie de manière discrétionnaire ce qu'on appelle la municipalisation accélérée. Quand cette nouvelle République va renforcer la décentralisation, et si demain un nouveau chef d'État arrivait
dans quelques années et disait « je ne suis pas pour la municipalisation accélérée », il convient de donner la possibilité qu'une véritable décentralisation avec des ressources pérennes permette la poursuite en réalité sous une forme institutionnalisée de cette municipalisation. Voilà les enjeux. Ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec le destin politique du président, c'est en rapport avec l'avenir politique de notre pays, avec son avenir en tant que pays émergent, ayant fait émerger d'ici là une nouvelle classe politique. C'est cela l'enjeu. Oui, parlant du changement de la Constitution, vous avez dit que c'est un vœu du peuple profond, le Congolais lambda. Alors, comment ce vœu va se matérialiser dans les jours à venir? Je n'ai pas dit, Parfait de la Savane, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, je ne suis pas un thaumaturge ou un magicien qui soit capable depuis son bureau de dire que le peuple veut ou ne veut pas. Je dis, la chose que le peuple veut et profondément, c'est qu'il y ait débat. Parce que le Congolais de base a besoin qu'il y ait débat. Et c'est au terme de ce débat qu'effectivement il doit y avoir une décision et que cette décision prenne la forme la plus connue dans un pays, c'est un référendum constitutionnel. Moi je ne préjuge pas que la majorité des gens sont pour le changement ou contre. C'est l'opposition qui dit que finalement l'opinion est majoritairement contre. Je ne vois pas sur quels critères elle peut le dire. Moi je dis je n'en sais rien. Je le saurai quand le référendum aura eu lieu et que le résultat sera connu. C'est ce jour-là que nous saurons si la majorité du peuple a dit oui ou non. Un peu comme le référendum le traité de Maastricht en 92. Monsieur, permettez-moi une fois de plus une question par SMS. Alors, quelle est la nature de la constitution que vous voudrez proposer aux Congolais? Monsieur Mongala a-t-il déjà une ébauche ou une mouture? Parce que même les sages de la cuvette ont produit une mouture qu'ils ont remise au chef de l'État. Est-ce que vous en avez une déjà? Bon, j'ai pas de mouture, j'ai quelques principes que je viens de vous rappeler tout à l'heure, mais je peux les résumer en quelques mots. Un, je pense que la constitution actuelle avait une utilité, c'est qu'elle a permis d'éviter à l'exécutif de perdre du temps dans les querelles politiciennes. Il fallait reconstruire le pays, il fallait désendetter, il fallait reconstruire l'armée, la police, l'administration, etc. Cette constitution avait cet objet. Demain, il faut une constitution où le président de la République, élu par le peuple, doit avoir la vision globale. C'est lui qui fixe la ligne, qui doit dire, moi le pays, dans 15 ans, il doit être comme ça. Mais il doit avoir des collaborateurs, c'est-à-dire un gouvernement, un Premier ministre, très probablement, qui, eux, doivent être en prise avec les problèmes des Congolais. Le président voit le Congo, les ministres et le gouvernement et le Premier ministre verront les Congolais. Et c'est cette dialectique-là dans l'exécutif qui va permettre que ce gouvernement résolve de manière plus claire les problèmes des Congolais. Parce que quand les gens sont responsables devant un Parlement, eh bien, ils ont tendance à beaucoup plus respecter des gens qui sont capables de les sanctionner. Je ne dis pas que nous ne respectons pas le Parlement aujourd'hui. Je dis simplement qu'il existe moins de moyens. Quand vous convoquez, vous n'allez jamais, donc le respectez Alors, il existe moins de moyens de contrainte aujourd'hui qu'il doit y en avoir normalement demain. Et c'est cela, par exemple. Troisième critère, il faut renforcer le genre. Il y a des pays comme le Rwanda qui ont prévu de manière constitutionnelle que la moitié des élus des parlements, que ce soit au niveau national ou local, doivent être des femmes. Il faut que nous allions vers une parité politique parce que les femmes, je l'ai dit, gèrent mieux la chose publique et en tout cas la gèrent avec un état d'esprit différent. La jeunesse, il faut lui donner une ouverture plus importante. Tout ce que vous dites là, qu'est-ce qui empêche qu'on ne la mette pas, on n'amende pas, on accommode dans la constitution de cette année, de 20 janvier 2002. Et ça peut se faire. Ça veut dire la révision, réviser quelques dispositions et serrer les... Eh bien, je vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand les changements à faire change d'abord la nature du régime. C'est d'abord le régime qui change de nature. On passerait d'un régime présidentiel fort à un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel. Cela ne peut pas s'accommoder. On ne peut pas prendre du poisson et de la viande et vouloir les mélanger et espérer que ce soit mangeable. Il faut ou c'est du poisson ou c'est de la viande. D'accord. Pour conclure, on a quand même des questions des internautes. D'abord, je vous pose seulement deux questions qui restent parce qu'on n'a plus assez de temps. Il y a Diaf Lokweta, la nouvelle république avec qui et quel gouvernement? Et puis, deuxième question, parce qu'on a pu, à quand la fibre optique pour les citoyens ordinaires afin de bien surfer au lieu de ces 3G de MTN ou RTL qui lambinent tous les temps? D'abord, répondre à la première question rapidement et puis on va revenir parce que vous êtes quand même ministre de nouvelles technologies. Oui. Avec qui? Avec les jeunes, avec les couches montantes, avec les femmes, avec tous ceux qui veulent que le Congo émerge politiquement tout en émergeant économiquement.
Mais on ne va pas décréter le peuple, on ne va pas décréter un nouveau peuple. C'est ce peuple-là, tel qu'il évolue, qui doit accompagner le mouvement de modernisation politique. Si ce monsieur Lequeta, Diaf Lequeta, est prêt, effectivement, que je connais par ailleurs, est prêt à vouloir moderniser la vie politique, eh bien qu'il vienne au pays, qu'il rentre et qu'il anime effectivement des groupements, parce qu'il sera le bienvenu, parce que c'est ici qu'il y a le mouvement. Deuxième partie de son interrogation sur les internautes. Bon. Oui, ça ce n'est pas lui, c'est un autre qui s'appelle George Ngila. Oui. Oui, bon. C'est lui dit attends la fibre optique. Mais la fibre optique, elle est là. La question. Pourquoi MTN, Airtel et Warid, c'est du grand n'importe quoi. Une seconde, sur la fibre optique, il y a un Congolais qui dit ici que ça ressemble un peu à l'histoire du barrage d'Emboulou. On nous dit que la fibre optique est là, mais les effets ne se font pas toucher. Non, les effets. Elle est où et on peut la trouver où? Bon, c'est parce qu'on n'a pas trop le temps. Oui, on aura un autre temps. L'émission était purement politique aujourd'hui. Oui. Bon, mais en deux mots, la fibre optique, elle est disponible, la capacité est disponible. Nous l'utilisons déjà tous, probablement sans le savoir. Quand on utilise la 3G d'MTN, d'Airtel, des autres, on l'utilise en la prenant à Matombi. Et Matombi, c'est là où il y a le nœud de fibre optique. Aujourd'hui, si des dizaines de milliers de Congolais, ici au Congo, utilisent, notamment sur les réseaux sociaux, toutes les facilités qui leur permettent de télécharger ou d'envoyer des vidéos, des gros fichiers, c'est parce qu'en réalité, ils utilisent la fibre optique. Le seul problème qui reste à régler, en réalité, il est un problème de gouvernance de la fibre. Le gouvernement réfléchit à la création d'une structure propre de gestion de la capacité en fibre optique qui va permettre demain, maintenant, de proposer les véritables services innovants. Parce que c'est cette étape-là où les Congolais toucheront du doigt la fibre. Ils l'utilisent déjà. Simplement, ils l'utilisent sans savoir. Mais ils attendent, et ils ont raison, qu'il y ait demain des décodeurs ou ce qu'on appelle la triple play. Ils attendent effectivement ces services innovants. Mais ces services viendront quand le gouvernement, et nous sommes en train de nous atteler dessus avec le ministère du portefeuille, réglera la question de la gouvernance de cette fibre optique-là. Mais elle est déjà utilisée et à la satisfaction de tout le monde, parce que tout le monde l'utilise, y compris vous, quand vous sortez. Et les dysfonctionnements constatés chez les opérateurs de téléphonie mobile? Oui, MTN, Airtel et tout là. Oui, pourquoi il n'y a pas un coup de gueule de votre part? Pourquoi vous ne sanctionnez pas? Ils viennent d'être sanctionnés. Vous n'êtes pas réticent à sanctionner. Non, ils viennent d'être sanctionnés. Ce n'est pas une opération de relations publiques, donc c'est des millions et des milliards. Non, ce n'est pas une opération de relations publiques. Les opérateurs MTN et Airtel ont été condamnés à payer des sommes qui sont respectivement de plus d'1 milliard ou 1,5 milliard chacun. Donc la sanction, elle est réelle, et ces sommes, je crois que c'est assez douloureux quand vous discutez avec les dirigeants, ils ne sont pas très contents, mais ils ont payé ces sommes au trésor public. Parce que là aussi, c'était une condition essentielle de ne pas payer entre des mains qui seraient scabreuses, mais de payer au trésor. Ça, c'est le premier point. On aimerait avoir les preuves. Alors, non, mais c'était payé, écoutez, quand même. On ne met pas tout l'État dans la rue. C'est pas parce qu'on parle de transparence qu'il faut absolument mettre tous les papiers dans la rue pour dire on a fait, on n'a pas fait. Faites quand même confiance à l'État quand il impose une amende, qu'elle est payée en bonne et due forme. D'accord. Autre chose, par contre, la poursuite, la persistance de la mauvaise qualité de service risque. Parce que l'amende, c'était comme on dit, un avertissement, un coup de semonce. Si la qualité actuelle, c'est-à-dire la mauvaise qualité persiste, il est à craindre qu'à un moment donné, le régulateur, à la demande de l'État, du gouvernement, aille plus loin. Et les sanctions plus loin, c'est quoi? Ça peut être la suspension de la licence, voire son retrait. D'accord, monsieur le ministre, c'est un honneur de vous recevoir. Et bientôt, vous allez avoir un débat contradictoire avec les membres de l'opposition, modéré et aussi radical ici, peut-être Mirassa que vous aimez tant. C'est un grand frère que j'apprécie, que j'estime, il n'y a pas de problème. D'accord. Et monsieur de Savane, c'est un honneur d'avoir l'émission avec vous aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est la fin de notre émission d'aujourd'hui, mercredi 18 juin, pour ceux qui sont en France. C'est une date importante pour la France et pour aussi les Congolais et les gens de l'Afrique noire francophone. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.